Bonjour à tout le monde et merci de m'avoir invité à cette table ronde. Je vais intervenir en fait en partant d'un constat qui est le fait que l'Union européenne est aujourd'hui en crise profonde. Une crise profonde qui combine de façon assez inextricable à la fois les questions proprement politiques et à la fois les questions économiques et sociales. Et tout ça étant mêlé de façon assez indiscernable. Donc je vais intervenir en fait sur trois gros points. Un, c'est quels sont les facteurs d'éclatement aujourd'hui dans l'Union européenne, et plus particulièrement dans la zone euro qui est le cœur de l'Union européenne, avec un petit point sur l'Italie, parce que c'est à mon avis là où va se focaliser dans les semaines à venir, en tout cas toute une série de contradictions de l'Union européenne. Et ça sera donc mon premier point. Le deuxième point, c'est pourquoi il faut malgré tout, alors que l'Union européenne est une construction néolibérale, autoritaire, continuer à avoir un projet européen, que c'est totalement nécessaire pour une perspective progressiste de gauche. Et enfin, j'essaierai de donner quelques éléments, de mon point de vue, de stratégie pour sortir du carcan qu'est aujourd'hui l'Union européenne pour les peuples. Alors, les facteurs d'éclatement, vous savez que l'Union européenne a connu, et la zone euro a connu une crise extrêmement profonde en 2008, après 2008, à partir de 2010, qui n'est pas simplement les conséquences de la crise financière internationale, qui avait des racines propres qui renvoient aux contradictions de la zone euro. Pour résumer, cette crise était la combinaison à la fois des divergences de trajectoire économique entre les pays du nord de l'Europe et les pays du sud. Dans les pays du sud, je mets un pays géographiquement du nord qui est l'Irlande, et d'autre part du fait que les pays européens se sont mis volontairement sous la domination des marchés financiers, notamment en matière de dette publique. Et c'est la combinaison de ces deux aspects qui a fait la spécificité de la crise de 2010, 2012, etc., de la crise de la zone euro, à laquelle s'est rajouté les politiques proprement européennes, menées par tous les gouvernements, qui ont été les politiques d'austérité, qui non seulement n'ont pas permis de sortir de la crise, mais l'ont aggravé considérablement. Alors, ces facteurs d'éclatement n'ont pas disparu, et ils se sont même, dans certains points de vue, aggravés. Ils sont de 4 ordres. Je vais les citer, je vais essayer de les développer très rapidement. Le premier point, c'est un système bancaire qui est non purgé. Le second point, c'est une politique monétaire qui n'est pas stabilisée. Troisième point, c'est les divergences entre les pays du Nord et du Sud qui se sont aggravées après la crise. Et enfin, c'est une reprise économique qui est en trompe-l'œil et qui n'est incapable aujourd'hui de résoudre les problèmes économiques de la zone euro et de l'Union européenne. Système bancaire non purgé, simplement pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, pour des pays comme l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la Grèce, dont vous avez peut-être vu dans les articles de journaux dans lesquels les banques sont sur le point de s'effondrer, les créances douteuses dans le total des créances des banques de ces pays-là représentent plus de 20%. Quand on parle de créances douteuses, ce sont des créances qui, a priori, ne seront quasiment, on est à peu près sûr qu'ils ne seront jamais remboursés aux banques. Donc ça veut dire que toute une série de banques risquent de faire faillite. Mais le problème est moins qu'il y ait des créances douteuses dans ces banques, mais le fait de savoir est-ce que ces banques sont systémiques ou ne le sont pas. Les banques systémiques, c'est-à-dire des banques dont la chute, ou en tout cas les problèmes qu'ils auront, qu'ils pourraient avoir, auraient des conséquences sur l'ensemble du système financier européen. Et quand on regarde ça, on voit que par exemple un pays comme l'Allemagne, en fait, quand on regarde d'un point de vue global, les créances douteuses dans les banques, c'est moins de 2% de l'ensemble des créances des banques allemandes. Mais il y a une banque, qui est la plus grosse banque allemande, qui est la Deutsche Bank, qui elle a des problèmes, et qui est une banque systémique, c'est une des plus grosses banques de la zone euro, qui a des problèmes majeurs. Et dont personne ne sait ce qu'il y a aujourd'hui dans le bilan de la Deutsche Bank, comme de la plupart des grandes banques européennes. Donc il ne suffit pas simplement de pointer du doigt
tel ou tel pays du Sud, dont le système bancaire est très affaibli, mais même dans les pays dits du Nord, un pays comme l'Allemagne, on voit qu'il peut y avoir des problèmes majeurs dans une des principales banques de la zone euro. Bon, je ne développe pas ça, mais on pourra y revenir dans le débat si vous le souhaitez. Deuxième problème, c'est la politique monétaire. Je ne vais pas détailler toutes les mesures qui ont été prises par la Banque centrale européenne au cours de la crise. Elle a mis du temps, la Banque centrale européenne, à comprendre ce qui était en train de se passer, mais elle a pris des mesures qu'il fallait, et la Banque centrale européenne a sauvé la zone euro. Il faut dire les choses comme elles sont. Ces mesures étaient en contradiction, sinon totalement avec la lettre des traités, encore que, mais en contradiction en tout cas avec leur esprit. Bon, et se sont faits, et c'est ça qui est intéressant, ça intéresse le débat politique qu'on peut avoir en France, parce que c'est une ancienne qui revient assez souvent, se sont faits en fait en opposition majeure et frontale avec la Bundesbank et avec l'Allemagne. À tel point que le chef économiste de la BCE, qui était un Allemand, a démissionné, que le représentant de la Bundesbank auprès de la BCE, dans le conseil des gouverneurs de la BCE, a démissionné, et que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a indiqué qu'elle considérait que les mesures prises par la Banque centrale européenne étaient illégales, et a renvoyé ça à la Cour de justice de l'Union européenne, qui a pris son temps pour réagir et pour décider, et qui a en fait, de fait, botté en touche. Donc, ça veut dire que tout le discours qu'on entend assez souvent sur l'Europe allemande, l'hégémonie allemande, etc., ne tient absolument pas la route. Puisque la BCE a pris des mesures qui étaient en totale contradiction avec la doctrine officielle, qui était la doctrine ordolibérale de la Bundesbank, et avec ce qu'était le gouvernement allemand. Mais le problème, c'est que cette politique monétaire, qui a abouti de fait à déverser des tonnes de liquidités dans le système financier européen, avec l'espoir que les banques allaient prêter aux entreprises et aux ménages, et ainsi que la machine économique pourrait redémarrer, ça a marché en partie, puisque les banques ont prêté un peu, mais le problème, c'est que ces liquidités ne se sont pas vraiment investies dans la sphère productive, et ont surtout servi à accroître les opérations spéculatives, les rachats d'actions par les entreprises, et on voit qu'aujourd'hui, les dividendes versés aux actionnaires sont au plus haut dans toute l'Europe, en particulier en France, et on nourrit toute une série de bulles financières qui ne demandent aujourd'hui qu'à exploser. Et ce qui est sûr, c'est qu'elles vont exploser. Le problème, c'est quand et par quels canaux cela va exploser. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que, comme vous le savez, la Banque centrale européenne a baissé ses taux d'intérêt de façon très importante, puisqu'aujourd'hui, le taux de refinancement des banques est aujourd'hui égal à 0. Mais ça veut dire qu'une prochaine crise financière, si la crise financière éclate demain, la Banque centrale européenne sera particulièrement désarmée pour agir avec l'arme des taux d'intérêt. Et donc, il risque d'avoir un problème majeur d'un point de vue de la politique monétaire, ce d'autant plus que la remontée prévue des taux d'intérêt, j'y reviendrai tout à l'heure, risque d'avoir des conséquences économiques importantes, parce qu'elle avait fait baisser l'euro, ce qui permettait de booster les exportations hors de la zone euro. Et aujourd'hui, l'Union européenne est exportatrice nette à l'échelle internationale. C'est supérieur à la Chine, la zone euro, les exportations. C'est 3% du PIB. C'est considérable. Et il ne faut pas en être content, parce que ça veut dire qu'on pique la richesse ailleurs. C'est ça que ça signifie d'un point de vue économique. Donc il n'y a pas de quoi être fier. Mais c'est ça qui a permis à un moment donné de relancer en partie la machine économique en exportant à l'extérieur. Donc qu'est-ce qui se passera quand les taux d'intérêt vont remonter, à la fois pour les banques et à la fois pour la politique économique et pour les pays dont l'activité économique est tournée vers l'exportation. Troisième gros problème, qui est pour moi le problème le plus essentiel, c'est les divergences entre les pays du Nord et les pays du Sud de l'Europe, qui ne se sont pas réduites, mais au contraire qui se sont aggravées. D'abord parce qu'il y a une divergence
entre les taux d'intérêt auxquels ces pays empruntent sur les marchés financiers. Pour aller vite, d'un côté, il y a l'Allemagne et la France. Bon, et encore, il y a un différentiel de taux d'intérêt entre l'Allemagne et la France. Bon. Et de l'autre côté, vous avez l'Italie, qui emprunte 6 fois plus, à des taux d'intérêt 6 fois plus élevés que l'Allemagne, l'Espagne 5 fois plus, la Grèce, n'en parlons même pas, etc. Donc, premier problème, la divergence des taux d'intérêt. Dans une union économique et monétaire, théoriquement, les taux d'intérêt doivent être similaires, parce qu'il y a une monnaie unique, et ils étaient similaires avant la crise de 2010. Bon, et une des raisons de la crise de 2010 a été justement cette divergence des taux d'intérêt. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle divergence des taux d'intérêt qui d'ailleurs risque de s'aggraver avec ce qui est en train de se passer en Italie. Donc, premier gros problème. Deuxième gros problème, il y a une catastrophe démographique qui est en train de se passer dans les pays du sud de l'Europe. Il y a un problème démographique en Europe de façon globale. Il faut savoir qu'à part l'Irlande et la France, tous les autres pays ont des taux de fécondité qui sont extrêmement bas. Mais ce qui s'est passé avec la crise économique et les politiques d'austérité est dramatique. Dans des pays comme la Grèce, le Portugal, l'Espagne et l'Italie, il y a un quart des jeunes de 20 à 30 ans qui a immigré dans les pays du Nord pour aller travailler soit au Royaume-Uni, soit en Allemagne, soit en Finlande, etc. Donc ce sont des pays qui se vident de leurs forces vives. Bon. C'est-à-dire que ces pays forment des jeunes, payent ces formations et ces jeunes vont travailler dans les pays du Nord. Bon. Donc là, il y a un problème, évidemment, pour ces pays qui est un problème majeur. Vous vous rendez compte, un quart des jeunes de 20 à 30 ans qui sont partis de ces pays-là, c'est absolument considérable. Bon. Troisième problème de divergence entre le Nord et le Sud, c'est qu'il y a un appauvrissement du Sud très important, non seulement d'un point de vue social avec l'augmentation de la précarité, que ça, je développe assez connu, mais surtout, pas surtout d'ailleurs, mais aussi avec une fuite massive des capitaux. Et si vous prenez, il y a au niveau européen quelque chose qui s'appelle Target 2, qui est le lieu où on peut voir les créances et les débits des différents pays entre eux. Eh bien, vous voyez qu'aujourd'hui, l'Italie, par exemple, est débitrice de près de 400 milliards de dollars et que l'Allemagne est créancière de près de 800 milliards d'euros, pardon, pas de dollars, d'euros. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a les capitaux qui étaient au sud, qui sont au sud, sont en train d'aller, de partir vers le nord, et donc il y a un appauvrissement très très important de ces pays-là. Représentant Pleuel, pourquoi? Parce que, en fait, avant la crise, il y avait des déficits commerciaux dans les pays du Sud très importants et un déséquilibre des balances commerciales entre les pays du Nord et les pays du Sud. Aujourd'hui, il n'y a plus de déficit commercial en Europe, sauf en France. On peut dire d'ailleurs que, je ne sais plus qui disait ça, mais c'est une bonne formule, que la France est le pays consommateur en dernière instance, en dernier ressort de l'Union européenne. Bon, tous les autres pays de l'Union européenne sont aujourd'hui excédentaires ou en équilibre dans leur balance courante et donc dans leur balance commerciale. Pourquoi les pays du Sud ont réussi à résoudre ce problème de déséquilibre, de déficit commercial? Pas parce qu'ils ont gagné vraiment beaucoup de parts de marché, par des gains de productivité, mais simplement parce qu'ils ont baissé par des politiques d'austérité la demande interne de façon très importante. En baissant la demande interne de façon très importante, les importations ont baissé de façon très importante, et donc évidemment les exportations ont cru de façon proportionnelle aux baisses des importations. Et donc c'est moins par des gains de productivité réels ou une réorganisation de leur tissu productif que par des politiques d'austérité qui ont eu pour conséquence, en baissant la demande interne, de baisser les importations. 5 minutes, d'accord. Donc l'Italie, on n'en parle pas. Il faut un projet. Voilà. Parce que je veux faire quand même quelque chose sur la stratégie. Il y a quelqu'un qui te posera une question sur l'Italie, tu pourrais. Non, il faut un projet européen. Je ne développe pas non plus, mais j'en suis pas convaincu pour des raisons stratégiques, pas simplement parce qu'on est internationaliste, mais pour des raisons stratégiques d'affrontement
au capital international, aux multinationales, et de rapport de force à l'échelle internationale par rapport aux grands blocs mondiaux qui sont en train de se constituer. Dernier point, bon, donc, sur la stratégie, parce que, évidemment, il ne suffit pas de vouloir un projet européen, une refondation de l'Union européenne, bon, mais il faut savoir comment on y arrive. Bon. Et évidemment, c'est là où il y a problème. Bon. Alors, moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Marie-Christine sur le fait que le Parlement européen n'est pas un Parlement croupion. En tout cas, s'il est croupion, le Parlement français est au moins aussi croupion que le Parlement européen, si ce n'est pas plus. Ça, c'est sûr. Bon. On peut construire des rapports de force au sein du Parlement européen. Ça, c'est sûr aussi. On peut gagner des choses. Il y a des marges de manœuvre. Tout ça est vrai. Mais, pour le dire tel que je le pense, ce n'est pas dans le cadre du Parlement européen qu'on aura une bifurcation et une réorientation de la construction européenne. Voilà, ça, c'est pas possible. Tout simplement parce que la base des directives du droit dérivé, c'est le droit dérivé des traités européens. Et les traités européens, fondamentalement, même s'il y a des marges de manœuvre à l'intérieur, bon, mais ce sont des traités qui sont des traités fondamentalement néolibéraux. Bon, je n'ai pas le temps de développer pourquoi, mais bon, on y reviendra peut-être dans le débat. Donc, quels sont les leviers que nous avons à notre disposition? Il y a deux leviers possibles. Les deux sont fragiles. Le premier levier, c'est le fait d'essayer de construire un mouvement social européen et des mobilisations à l'échelle européenne. Il faut dire que jusqu'à présent, à de rares exceptions près, nous avons totalement échoué. Bon. Et on peut dire d'ailleurs que la seule tentative d'ampleur qu'a été le Forum social européen s'est écroulée. Et je ne parle pas de l'inexistence politique et revendicative de la Confédération européenne des syndicats. Bon. Donc, il y a un problème majeur pour construire un mouvement social à l'échelle européenne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Évidemment, c'est très important de le faire. C'est très important d'abord pour des raisons qui sont des raisons politiques, c'est que ça affirme un destin commun des peuples d'Europe. Et c'est très important d'affirmer le fait qu'existe un destin commun des peuples d'Europe. Deuxièmement, c'est très important pour construire des rapports de force à l'échelle européenne, pour peser sur les projets mortifères qui sont proposés par la Commission et soutenus par le Conseil, et en général qui ne sont pas bloqués par le Parlement européen, qui pourrait théoriquement les bloquer, mais la plupart du temps, hélas, il ne les bloque pas. Bon, donc c'est très important d'essayer de construire un mouvement social européen, mais il ne faut pas se leurrer, c'est très difficile. Le deuxième levier, c'est la rupture au niveau national, en espérant qu'un gouvernement de gauche réel qui arriverait au niveau national prendrait un certain nombre de mesures qui permettraient de rebattre les cartes à l'échelle européenne. Bon. Et là, nous avons une expérience qui est évidemment une expérience désastreuse. Qu'est-ce qui s'est passé en Grèce, où le gouvernement Syriza, étranglé financièrement par les institutions européennes, a capitulé en race campagne devant ces institutions européennes et a mené des politiques qui étaient des politiques d'austérité massive et maintenant est en train de tourner dans une logique d'ailleurs répressive extrêmement dommageable. Bon. Donc, il y a un problème majeur en supposant même qu'un gouvernement arrive de gauche, ce qui n'est pas fait, tout le monde voit bien, au pouvoir dans un pays, voilà, ce qui n'est pas encore fait, mais prenons l'hypothèse que ça puisse arriver un jour, et nous espérons tous ici que ça arrivera un jour. Bon, qu'est-ce qu'il devrait faire? Et qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Parce qu'il faut tirer les leçons de Syriza. Bon, ce que voulait faire le gouvernement Syriza, et je pense qu'il a eu raison de vouloir faire ça, c'est de passer un compromis avec les institutions européennes. Je pense que ça, c'était juste. Mais passer un compromis suppose construire un rapport de force. Il n'y a pas de compromis si on ne construit pas de rapport de force. Il faut que tu conclues, malgré l'intérêt de t'entendre parler, mais on y reviendra sur l'expérience grecque, parce que... 2 minutes. Bon. Et en 2 minutes, pour construire un rapport de force,
il faut prendre des mesures unilatérales de rupture avec les traités européens. Bon. La première mesure qu'aurait dû prendre, par exemple, que devrait prendre tout gouvernement de gauche, c'est un contrôle des capitaux. Voilà. Si on ne prend pas cette mesure-là dès l'arrivée au pouvoir, c'est terminé, rien ne peut se passer. Bon. Deuxième type de mesure, c'est une réforme fiscale d'ampleur qui permet de redonner des marges de manœuvre, etc., etc. Il y a la question de la dette, précisément dans le cas de la Grèce, mais la question de la dette se posera aussi, par exemple, pour un pays comme la France. J'entends souvent, oui, nous, la France, on est le deuxième pays de la zone euro, on ne pourra pas nous traiter comme la Grèce, etc. C'est de la flûte. Hein. Bon. Pourquoi c'est de la flûte? Parce que dès que ce gouvernement de gauche arrivera au pouvoir, les taux d'intérêt qui sont aujourd'hui très bas, aujourd'hui, la France gagne de l'argent en s'endettant sur les marchés financiers. On emprunte à des taux négatifs. Bon. Les taux d'intérêt bondiront immédiatement. Bon, comme ça s'est passé en Grèce et ailleurs. Donc, on aura des problèmes majeurs. Il faudra bien répondre à ces problèmes-là, et on ne pourra le faire qu'en prenant des mesures unilatérales de rupture. Ça ne veut pas dire sortir de l'euro. Et on n'a aucun intérêt à sortir de l'euro. Pourquoi? Parce que quand on prend des mesures de rupture, et je terminerai là-dessus, quand on prend des mesures de rupture en ayant la monnaie unique, paradoxalement, la monnaie unique nous protège. Bon. Elle nous protège, pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible de spéculer sur l'euro, tout simplement parce que l'euro est adossé à un espace économique extrêmement puissant et dans lequel il y a une banque centrale qui est la BCE, etc. etc. Bon. Bref, donc mener une politique de rupture avec le néolibéralisme, il n'y a pas un préalable avant qui serait sortir de l'euro. Bon. Par contre, on ne sait pas où peut mener l'affrontement. Et l'affrontement peut mener à se faire exclure de la zone euro, même si rien dans le traité ne l'autorise ou ne le permet. Mais on sait que, comme disait un célèbre chancelier allemand, les traités, ce sont des chiffons de papier. Bon. Donc, voilà, il est possible qu'on se fasse exclure de la zone euro. Il est possible qu'il y a un bras de fer qui permette que d'autres pays se joignent à nous, etc. Donc, on ne sait pas sur quoi tout ça peut déboucher. Mais l'important, c'est que, et je termine vraiment, l'important, c'est que rien ne se passera en Europe s'il n'y a pas une crise politique majeure en Europe. Voilà. Et il faut que cette crise politique majeure, ça soit la gauche qui l'amène, et pas l'extrême droite, comme, hélas, c'est peut-être ce qui est en train de se passer en Italie.